avec nous en direct ce soir dans 22h Max. Bonsoir Michel-Édouard Leclerc. Bonsoir, vous avez l'air chaud là. Merci d'être là. Oui, ils sont bien, effectivement. C'était pour... Ouais. Voilà, la pression est un peu montée Avant que vous n'arriviez. Le grill. Juste avant que vous n'arriviez. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous, le président du comité stratégique des centres Édouard Leclerc. Et de très bonne humeur ce soir. Non, mais je suis comme vous. On a eu une journée assez tendue. Il y a plein de choses qui passent. À un moment donné, il faut faire sa méditation, son yoga. Je sais que je vais retrouver Roselyne, Maxime. Voilà, vous avez vos groupies au sein des collaborateurs du groupe Leclerc. Bon. Je suis là pour vous on les salue. et pour votre équipe. Voilà. On les salue. Merci. Non, mais il y a plein de gens qui sont sur les routes en train de partir pour un long week-end un peu artificiel. Mais comme j'étais à Paris, parce que Bruno Le Maire nous donne du boulot, j'ai fait la transition. Hein, quand même. Ouais, c'est bien, vous avez vu de la lumière et vous êtes entré, c'est sympa. Ça, c'est vraiment sympa. Et je précise que pour ceux qui sont sur la route, il y a BFM Radio qui existe aussi. Et vous pouvez nous écouter. Vous faites de la publicité aussi. Aussi, attendez. Je vous posais la question de l'humeur parce qu'on a beaucoup de choses à vous demander ce soir, notamment évidemment parce que les industriels ont enfin accepté de renégocier avec la grande distribution, sous la pression du gouvernement, on va en parler. C'est l'info de ce mercredi soir. Vous allez nous dire ce qu'on peut espérer de ces nouvelles négociations. On parlera aussi des marques préférées des Français tout à l'heure avec Pauline Simonet. Je vous demandais si, comme vos confrères de Lidl, de Système U, vous aussi vous commencez à balancer les marques qui ont tendance à prendre des marges déraisonnables. On parlera aussi de la pression que vous mettent vos concurrents, la baisse des prix qui a commencé chez vous, mais aussi ailleurs. La concurrence est là. Et regardez le QR code qui s'affiche sur votre écran. Je sais que vous adorez ça. Personnage populaire Michel-Édouard Leclerc. Donc, les téléspectateurs vont pouvoir vous poser des questions directement, par écrit. On scanne avec le téléphone portable et ça envoie une question directement à Michel-Édouard Leclerc. On les lira tout à l'heure, évidemment. Ils ont le temps de mettre le... Tu vois, je t'aide là aussi. Et ils ont le temps de mettre le téléphone oui, regardez, on le laisse derrière le bar. Mais bien sûr, regardez, il est là. On va le remettre de temps en temps, le QR code, précisément pour qu'on puisse, comme là, prendre le téléphone et hop, vous envoyer une question. D'abord donc, ces renégociations. Enfin, les plus grands industriels ont accepté de revenir autour de la table. Qu'est-ce que ça change ce soir pour celles et ceux qui nous regardent ? Alors, ça ne dit pas un résultat, mais c'est plus que symbolique. D'abord parce que c'est la première fois. Je suis venu plusieurs fois sur ce plateau, à BFM et chez vous, Maxime, et c'est vrai qu'ils ne voulaient pas. Il y avait plein d'argumentaires pour dire en fait, ils justifiaient les hausses de l'année dernière. L'Ukraine avait bon dos, tout le monde le sait, mais quand même. Mais là, il n'y avait pas de volonté de faire bénéficier les consommateurs du retournement des marchés des matières premières. Je pense aussi que ce n'est pas qu'un problème industriel. Il y avait aussi une sorte d'accord entre parlementaires, entre plusieurs groupes d'ailleurs, et les industriels, pour éviter d'avoir à aider trop l'industrie sur fonds publics, de les laisser reconstituer leurs marges. Et donc, il y avait un peu un jeu, pas hypocrite, mais un jeu de dupes dans la dénonciation de l'inflation. Et en tout cas, je me trouvais, ainsi que mes collègues de la distribution, un petit peu seul à dire, les industriels, vous n'êtes pas transparents et vous pouvez remettre un peu aussi en clair la pression médiatique, la pression du gouvernement qui amène aujourd'hui les industriels à dire bah oui, on est obligé de venir. Au sein du gouvernement, ce n'était pas unanime. Le groupe parlementaire présidentiel et peut-être le président n'était pas. Je suis venu débattre ici de la loi Descrozaille qui a limité les promotions en 2024 sur l'Ajax et les couches en prétextant d'une extension d'une loi qui était faite pour les agriculteurs. Tout ça était quand même assez déconnant. Elle est toujours là, la loi. Et là, en fait, il faut reconnaître que c'est Bruno Le Maire et Olivia Grégoire qui, un peu en partition solo, ont réussi à convaincre Elisabeth Borne, qui est d'ailleurs allée visiter un système U pour dire qu'elle s'intéressait à ce sujet. Et puis le président, depuis 2 jours, qui a quand même donc il y a un retard à l'allumage. Ce ne sont pas des renégociations inconditionnelles. Non, on va effectivement détailler tout ça. Avant même, on va détailler tout ça, évidemment. La loi n'est pas changée. On est dans une loi très coercitive, très, très contraignante. Il ne faut pas attendre de ces renégociations. Voilà. Il ne faut pas attendre des miracles. Mais attendez, pas de miracle, d'accord, mais quelle baisse on peut espérer? Attends. Enfin, il va falloir aller les chercher. Parce que la loi française, qui n'est pas changée avec cette annonce, la loi française dit qu'on ne négocie qu'une fois par an
avec des dates bien précises. Ne me demandez pas pourquoi, je trouve que c'est une stupidité. D'ailleurs, Dominique Schoelcher l'a dit aussi chez Apolline de Malherbe. C'est un truc qu'on nous impose. On est les seuls en Europe, alors que Aldi, Lidl sont des chaînes européennes en France. On nous impose une loi nationale qui n'a pas trop de sens du point de vue du marché. Ils sont pas quand même complètement débiles, peut-être. La question se pose parfois. Il y avait bien quand même un intérêt à cette loi. Essayer de nous faire un argumentaire un peu plus balancé. De protéger notamment ceux qui produisent, les producteurs. Le fait que la loi s'applique toute l'année ou s'applique de décembre à mars, c'est un choix de l'administration. Parce que ça facilite, je peux vous le dire, historiquement, c'est l'administration qui a imposé ça, parce que ça facilitait les contrôles, ça a homogénéisé les contrats et les pratiques. C'est purement technocratique, ça n'apporte davantage à personne. Et c'est français. Et c'est français. Mais par contre, sur l'inflation, on en a reparlé plusieurs fois. On a vu que la plupart des pays européens ont le même problème que nous, et même encore plus important. Si on doit citer des pays... Non, cette loi n'existe nulle part ailleurs, mais l'inflation, elle existe partout. L'inflation est mondiale. En Allemagne, en Belgique, elle est mondiale. Et sans cette loi, donc... Le lien, vous pouvez critiquer cette loi, mais le lien avec l'inflation, j'ai toujours du mal à le comprendre directement. Les cadres juridiques sont importants parce que en Pologne, il y a des centres Leclerc. Au Portugal, il y a des centres Leclerc. Carrefour est peut-être le numéro 1 en Espagne. Nous n'avons pas ces lois-là. Donc, dès que les marchés se retournent, on peut aller discuter avec les industriels et appliquer des baisses, rediscuter des baisses. Non, mais l'inflation, France, elle est là partout en Europe. Non, elle n'est pas la même partout. Elle est même encore plus forte dans certains pays. Non, elle était... plus forte dans les autres pays, parce que la France avait, avec le bouclier énergétique, diminué notre indice. Vous voyez ? Mais en fait, nous qui sommes présents dans différents pays de la communauté européenne, nous voyons bien aujourd'hui que le système de négociation et de répercussion des baisses aux consommateurs est inerte. D'ailleurs, les consommateurs le voient bien. Bruno Le Maire, c'est ce qu'il dit. Bruno Le Maire ne dit pas autre chose. Il dit quand le marché des céréales... descend de 30 ou 40%, il n'y a pas automaticité de la baisse, alors qu'il y a répercussion de la hausse. Donc il faudrait abroger cette loi, typiquement, pour permettre en fait aux consommateurs de pouvoir bénéficier de ces retours. Mais bon, il fallait voir aussi qu'on était dans un contexte au moment de sa promulgation qui était très loin de l'inflation. On était très loin d'imaginer ce qui allait se passer. Donc l'idée de protéger les agriculteurs, enfin les producteurs, était quand même pas foutraque. Pardon, alors, la loi à laquelle on référence, elle date de Nicolas Sarkozy. C'est la loi de LME, ça s'appelle. Et en fait, c'est une loi qui a été faite effectivement pour des temps de déflation. Donc, quand je polémique sur cette loi, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas avoir peur de changer les lois. Il n'y a pas une Bible, quoi. Les temps changent, on change la loi. Après, ou alors on met des lois plus flexibles, moins encadrantes. Alors maintenant, donc, pour revenir au sujet, Bruno Le Maire a obtenu, et Olivia Grégoire, il faut aussi citer les femmes. Ministre du Commerce. Ministre du Commerce, ont obtenu du gouvernement l'aval d'exiger des industriels de venir à la table de négociation. Donc c'est quand même un retournement politique. Enfin, c'est en tout cas... Il y a eu un retard à l'allumage de la part du gouvernement, c'est ce que vous nous dites, et enfin, tout le monde est aligné. Il y a une question concrète qui arrive déjà. Michel-Édouard Leclerc, évidemment. On a déjà beaucoup de questions, parce que le QR code, le fameux QR code, tourne depuis quelques heures. Une négo, ça ne dit pas le résultat de la négo. Attendez, mais justement, on va rentrer dans le concret. Question de Guillaume. Regardez, très terre à terre, Guillaume. Regardez, quelle catégorie d'aliments va être concernée par la baisse des prix? Je ne sais pas. Je peux vous dire ce que je vais aller chercher. Je vais aller... Il n'y a pas des conditions qui ont été mises. Si, on va y venir, vous inquiétez pas, on va y venir. Laissez répondre Michel-Édouard Leclerc. Vous êtes en train de me griller mon interview, Antoine André, depuis tout à l'heure. Bien sûr qu'on va y venir. Là, c'est les produits, c'est donc la question. On va y venir, Michel-Édouard Leclerc. D'abord, à ce temps-là, il faut être rationnel, mais faut être audible. Moi, j'ai déjà du mal à articuler, vous voyez. Alors, première chose, donc, il y a des critères objectifs qui fait qu'on est en droit d'aller chercher des baisses. D'abord, il y a des marchés de matières premières qui fait que ça a coûté moins cher à produire. Donc, les biscuits, par exemple, aujourd'hui, il y a des céréales, il y a du papier, il y a du transport. Et donc, voilà 3 secteurs qui ont baissé. On va aller chercher des baisses. Les produits qui étaient à l'importation et qui venaient dans des conteneurs, les conteneurs sont passés en 6 mois de 15 000 € le conteneur à 2 000 € le conteneur. Donc, on est en droit d'aller chercher des baisses de prix. J'insiste,
on va aller les chercher. Bruno Le Maire dit... On va pas vous les offrir. Non, mais ils vont pas nous les filer. Et d'ailleurs, là aussi, je tiens un discours qui appuie la négociation. J'ai une posture de négociation. Les gars vous disent merde. Je suis pas économiste, je viens pas faire l'analyse. Je suis en train d'aller chercher, et depuis que je parle de cette dénonciation de l'inflation et des comportements, évidemment, moi, dans Leclerc, j'ai 19 millions de clients qui ont été tapés de 17% d'inflation. J'ai à cœur, parce que c'est chez nous, c'est pas chez les industriels. Les industriels ne se payent pas des pages de journaux pour dire j'ai demandé à Leclerc de répercuter mes hausses. Non, les consommateurs croient que c'est nous. Donc nous voulons aller chercher des baisses. Et en fait, on est en mode combat, comme Teddy Riner. Je vois Roselyne qui s'éveille au mot de Teddy Riner. Et c'est évident qu'on ne va pas mettre 28 secondes pour avoir la 11e médaille, mais on va y aller quand même le plus rapidement possible. Teddy Riner, effectivement, il est face à vous ce soir. Regardez, cette renégociation, elle va concerner les 75 plus grandes marques en France. On les a, on a la liste. Là, vous avez le top 10 en haut. Bon, il y a quand même Nestlé, Coca-Cola, L'Oréal, etc. En face de vous, il y a du costaud. Ça concerne grosso modo 80% du marché des produits de marque. Pourquoi, d'ailleurs, est-ce qu'on n'en est qu'à 80% ? Pourquoi est-ce que tout le monde ne dit pas oui ? Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas obligé de dire oui, on vient renégocier ? Je pense que tout le monde a fait pratique. On a pris, Bruno Le Maire a cherché 2 grandes fédérations industrielles et a pris leur accord. Il faut aussi ne pas trop phosphorer. Lui aussi, il est en mode on est allé à la soit simplicité. Préélection, soit remaniement, soit... Le politique il faut être efficace. Ouais, il essaye d'être efficace. Il faut pouvoir communiquer. Aussi, ça fait partie de son job aussi. Puis il défend la dette française aussi. Donc il y a son investissement personnel sur son image, mais il y a aussi l'intérêt du pays de ne pas sortir un taux d'inflation trop grand. Hein. Ça se mélange tout ça. Et donc aujourd'hui, on va aller vous avez négocier 75 Teddy Riner face à vous. Non, c'est nous, Teddy Riner. C'est nous, Teddy Riner. Non, je veux gagner. Ouais. Et avec l'âge, il faut faire vite. Non, ça vous dit d'abord que le marché de l'industrie est très concentré. Parce qu'on a tendance à dire tout le temps, il n'y a que 4, 5 centrales d'achat. Mais en fait, là, vous voyez bien, c'est quand même, quand c'est Coca et Pepsi, c'est 2 sur un marché qui font 80% du marché des colas ou quelque chose comme ça. Sur la lessive, c'est Procter et Unilever. Donc déjà, vous voyez que dans le rapport de force, le distributeur, il a eu besoin du gouvernement. Donc on va aller les chercher, ces baisses, sur les marchés donc, des céréales, les biscuiteries, tout ça. On ne va pas toucher, j'insiste, on ne va pas toucher au marché du lait, parce que c'est très fragile. On ne va pas toucher... Parce que les gens se plaignent beaucoup de l'augmentation du prix de la viande. La viande est restée dans beaucoup de foyers, en particulier de foyers modestes, un élément de nourriture extrêmement important, même si sur le plan diététique, on peut se poser un certain nombre de questions. Et là, vous ne toucherez pas à ça. Non, nous avons promis de ne pas toucher au monde agricole. Pour des raisons politiques, c'est clair, mais aussi pour des raisons sociales. Et aussi pour des raisons de fourniture. Pour des raisons politiques, qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Eh bien, parce que l'agriculture a vécu pendant 10 ans en pleine déflation. Et même si la situation de revenus est très inégale entre un agriculteur de la Beauce et un petit producteur de lait, en fait, il faut des messages clairs dans la société. Si on ne veut pas de violence, si on veut aussi que tout le monde se retrouve dans un projet anti-inflation, parce qu'il faut fédérer les entreprises là-dessus. Je pense qu'il faut dire ses priorités. Et au fond, nous, les grands groupes de distribution cotés en bourse ou coopératifs, on va focaliser notre combativité, notre attention sur les grandes marques internationales, parce qu'au fond, on veut être au diapason de ce qui se fait en Europe. Et je trouve que ça a une logique. Alors, sauf que dans le contrat, entre guillemets, il y a des astérisques, encore une fois. Donc, ça concerne les 75 marques qu'on a vu, qu'on vient de voir. Et puis, il y a d'autres choses. Ça ne concerne pas tous les produits non plus. Il y a des conditions. Seuls seront concernés les produits dont le prix a augmenté de plus de 10% depuis le 1er mars et dont une des matières premières a augmenté de plus de 20%. Ça en fait beaucoup, des produits ? Théoriquement, ça restreint beaucoup le champ. Ouais. Mais ce qui est important... Non, mais c'est quand même un vapocraqueur, ce truc. Autre formule de l'usine à gaz, là. Et si c'est moi qui vous le disais, et non pas vous, vous diriez c'est la querelle industrie-commerce. Ouais. Bon, vous vous en apercevez, c'est bien. C'est mieux que ce soit moi qui le dise. Mais évidemment, ce qui est important, c'est pas ça. C'est qu'à partir du moment où Bruno Le Maire et Olivia Grégoire ont obtenu qu'on en parle. Moi, j'aurais voulu un cadre juridique. On aurait voulu un cadre juridique sécurisé pour entamer ces négociations. On n'a pas le temps. Ils ne veulent pas y aller. Politiquement, c'est compliqué. OK. Donc, on utilise
de toute façon cette mesure, cette initiative, et on va aller chercher toutes les demandes de prix bas nécessaires. Quels produits sont concernés? Parce que c'est ça qui intéresse tous les produits aussi, c'est quels produits du coup? Ce sont les pâtes, tout ce qui a augmenté beaucoup, les pâtes. Alors le sucre, en ce moment, le marché flambe quand même. Ça n'a pas encore diminué. Non, ça n'a pas encore diminué. L'huile, parce que là, il y a des histoires de conteneurs peut-être aussi. Alors là, on nous a joué une partition sur l'Ukraine qui était quand même... c'était gonflé, quoi. Donc c'est sûr qu'on va aller chercher des baisses de prix sur les huiles. Et à quelle échéance on peut espérer dire aux consommateurs... Ce qu'on va arriver à négocier... d'ici juin, ce qui n'est pas beaucoup de temps. Faut en convenir. C'est des hommes, c'est des femmes. Vous nous aviez déjà promis une baisse pour le mois de juin. Attendez. On négocie d'ici juin. Et donc, quand est-ce qu'on aura les effets de vos négociations? Vous nous faites toujours tourner de la même façon et on revient là, au mois de juin. Vous n'avez pas écouté les émissions intermédiaires. Non, en fait, là, actuellement, les prix augmentent suite à l'application des accords de mars. Oui. Donc, je peux vous dire que si l'inflation est à 17 aujourd'hui, dans notre enseigne, on a choisi de les répercuter beaucoup moins rapidement. On prend sur nos marges, on doit être à 14, 15. Mais il y aura un pic d'inflation. À un moment donné, vous n'avez pas le droit de vendre à perte. Donc, de toute façon, on répercute les hausses obligatoires. Ça va arriver fin juin, juillet. Après, il va y avoir une petite stagnation. Tout le monde n'est pas au même prix dans la distribution. Il y a un écart de prix entre Leclerc et Casino qui est de 30%. Donc, je lui fais pas la peau, mais je règle pas mes comptes derrière le comptoir. Mais c'est quand même une réalité. Tout le monde n'est pas au même prix. Monoprix n'est pas au prix de Système U. Et je précise que le chiffre de 30%, vous ne sortez pas de votre chapeau. Non, il est publié. C'est pas vous qui le calculez. Non. Il est calculé par des instituts, par un institut notamment. Que vous avez reçu et tout ça. Donc, j'oserais pas le dire si... Et donc, septembre. Et donc, ça veut dire que le pic d'inflation va être, ses répercussions vont être pendant l'été, jusqu'à l'été, et après ça va descendre. Ce qui va descendre, c'est pas tous les prix, c'est le taux d'inflation. Le taux d'inflation calculé en rythme annuel va se recaler et on va repasser. Je pense qu'à la fin de l'année, on sera moitié moins qu'aujourd'hui. De toute façon, on ne les gommera pas, les hausses qu'on a. Ce qui a été pris ne sera jamais rendu. C'est comme l'État quand il prend l'impôt. L'inflation, c'est un impôt. Mais justement, là-dessus, vous dites ce qui a été pris ne sera jamais rendu. Clairement, si on doit baisser les prix, si vous devez négocier sur les prix, est-ce que ça veut dire que vous allez demander à ceux avec qui vous allez devoir négocier des factures, des éléments probants et que vous allez rogner et faire vraiment quelque chose qui va permettre à vous, à moi, aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent de se dire ok, allez, en septembre, on sait qu'on a encore 3 mois à tirer, mais en septembre, les pâtes, on peut espérer moins X, les œufs, moins je ne sais pas combien. Alors, c'est pour ça que ça peut vous paraître abscon ce que j'ai commencé par dire sur la loi française, mais dans cette négociation, on peut aller espérer des rabais, des promos, des déductions, des ristournes. Mais pas de baisse de prix. Mais la loi dit que le tarif négocié en mars est applicable pendant une année. Donc ce qui va se jouer, c'est des promos. Donc il va y avoir plus de promos, il va y avoir plus de rabais. C'est toujours ça de prix. Cette négo, il ne faut pas lui donner une ampleur, un impact considérable. De toute façon, on ne va pas revenir au prix de septembre. On est déçus, monsieur Leclerc, vous nous décevez. Moi, je pensais il arrive, il va nous dire ça y est, c'est bon. C'est pas zéro, hein. Si. J'aime bien. Ce que disait M. Dauvers hier sur ce plateau, il disait on aura un septembre vert. Il dit les prix baissent et contrairement à ce que vous dites, il dit par exemple la baguette. Si je me rappelle bien, il donnait cet exemple de la baguette dans les centres. Chez vous, chez Leclerc, qui est retombé à 28 centimes, c'est-à-dire. Dans un Leclerc. Non, il avait vu dans un Leclerc. Normalement, la 29, un Leclerc le donnait déjà à 28. Elle est retombée à 28. Donc, il faut y croire. Les prix peuvent baisser. Je vous jure. On aura un septembre vert. Il a dit qu'il prenait. C'était une prédiction. Oui. C'était un pari. Je vous jure. Tout ce qu'on pourra faire baisser, on les baissera. On est déjà les moins chers. Olivier Dauvert, tous les sites de drive comparés nous donnent vraiment les moins chers. Sur les carburants, les mauvaises polémiques, on est vraiment les moins chers. Vous êtes les moins chers aussi. Ouais. Et donc l'idée pour moi, c'est sourcé. Hein. Je vérifie à chaque fois que ce que merci Maxime. L'idée pour nous, c'est pas de. On va faire des rabais si on ne donne que des rabais. Mais l'idée, c'est d'être le moins cher. Donc, vous voyez bien que ces histoires de panier, toutes ces polémiques sur... Moi, je pense que la vraie mesure de l'inflation, c'est ce que payent les gens au final, en pied de ticket de caisse. Attendez, j'ai besoin d'une précision avant d'avoir une autre question de téléspectateur. Si je comprends bien,
il y a ces renégociations qui sont annoncées. Donc vous allez attirer à vous les industriels, ils vont se retrouver dans vos bureaux, et après vous allez leur dire les conditions que vous avez mis là, en réalité on va s'asseoir dessus, on va pas s'intéresser à ça. Moi je veux renégocier sur tel produit, même s'il ne rentre pas dans les conditions que vous avez mises. C'est une négo. C'est pas rationnel une négo. On y va plus puissant même que ce qu'on va obtenir. C'est normal. C'est pas un poker, mais c'est si vous demandez juste, si vous êtes dans la rationalité, l'industriel trouvera toujours des arguments pour ne pas vous donner. Donc il faut créer ce rapport de force. On va dire à un tel que s'il ne baisse pas ses prix, on va multiplier les promos sur nos marques de distributeurs et on le mettra moins en rayon. C'est la règle du jeu. Ça vous paraît être Dallas, mais finalement c'est BFM, LCI et France Info. Allez, c'est pareil. La concurrence. Là, c'est dramatisé, c'est théâtralisé. Mais si vous regardez ça sous un plan sportif, ça peut se faire aussi de manière non polémique et plus au bénéfice tout simplement des consommateurs. Ils ont peut-être aussi intérêt à venir à Sénégal. Ils y viennent peut-être, vous allez nous le dire, parce qu'en termes de volume, ils ont perdu aussi des clients. C'est-à-dire que pour eux, il y a un moment où c'est plus forcément un atout d'être aussi cher et de vous obliger à vendre aussi cher. Ils perdent des clients. Alors moi, je croyais ça et je pensais que l'effet de perte de volume, comme le disait Olivier Dauvert, allait être plus efficace auprès des industriels. Mais ceux qui dirigent l'industrie ne sont pas que des industriels. Ce sont aussi des financiers. Ce sont aussi des gens qui surveillent le cours de bourse. Et en fait, dans les 75 entreprises qui sont là, il y a des managers qui sont des industriels, qui aiment le produit, etc. Mais vous avez aussi des managers qui répondent à des actionnaires qui veulent et qui trouvent que c'est pas mal l'inflation. Ça gonfle artificiellement le chiffre d'affaires. Ça permet à tout le monde de dire qu'on est en progression. Et donc, ça fait aussi, même si ça ne fait pas illusion sur le long terme, sur le court terme, pour soutenir le cours, c'est bien l'inflation. C'est pas mal l'inflation. Même peut-être pour l'État. La hausse du prix du carburant, la hausse de 17% sur l'alimentaire, ça fait aussi des hausses de TVA. Ben oui. Augmenter la marge par le... Si je dis ça, c'est pour dire que nous, on raisonne un peu... Vous raisonnez rationnellement. Moi, je raisonne en négociant aussi, j'assume ça. Mais dans la réalité en face de nous, quand on dit les grands industriels, c'est aussi des grands actionnaires qui ne sont pas pressés. Alors, de baisser les prix. Je veux bien entendre que, effectivement, en face de vous, vous avez des gens qui sont dans Je sens que vous allez faire votre méchante, là. Oui, évidemment. Enfin, vous n'êtes pas, en tant que distributeur, en tant que distributeur, vous n'êtes pas non plus des petits agneaux qui seraient à la défense de la veuve, de l'orphelin et du consommateur. Vous avez, vous aussi, des actionnaires, vous rendez aussi des comptes. Bon, on n'est pas dans un monde aussi binaire et manichéen qui voudrait que vous protégiez et qu'en face, forcément, quand même. C'est pour ça que je vous disais que le monde n'est pas binaire et que même dans l'industrie, il y a des gens qui ont des entreprises familiales et pour qui un coût est un coût, alors qu'il y a aussi des actionnaires qui considèrent que la hausse de prix, finalement, c'est pas grave si on perd du volume, si on maintient le cours. C'est juste ça que je voulais dire. Après, vous avez reçu sur la marge que sur le volume, en termes financiers. Pas dans la durée, mais dans le moment. Ça peut être important. S'il y a des fonds à lever, c'est important que le cours de bourse soit... Alors, c'est vrai pour la distribution aussi, je suis d'accord. Après, vous avez reçu tout à l'heure, j'ai eu le temps de le voir avant d'arriver sur le plateau, vous avez reçu Jacques Cressel, qui est le patron d'une fédération très importante de distributeurs et qui rappelait que même si on mettait toutes les marges de la distribution en déduction de l'inflation, c'est 2% en moins. Alors que si on met les marges des 75 qui sont là, c'est des 15 et des 20%. On en parlera dans un instant de ces marges, effectivement. Juste une chose, il y a embouteillage au niveau des questions. On est déjà à 500 questions de téléspectateurs ce soir. Je vous jure que c'est vrai. On vient de me donner le chiffre. Question d'Aurélien ce soir, avant d'entendre Pauline. Et il y a un lien avec ce que va raconter Pauline. Jusqu'à présent, la grande distribution dominait les négociations annuelles. Aujourd'hui, on a l'impression que la grande distribution subit ces négociations. Oui, parce qu'en période de déflation... c'est celui qui tient le débouché qui fait plus la loi. Et c'est pour ça que de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron, on a parlé de rééquilibrage. Ils ont parlé de rééquilibrage. Mais en période d'inflation, aujourd'hui, c'est dur pour nous d'aller dire à Coca-Cola, je vais me priver de toi, ou à Mars, je vais me priver de toi. Et donc, parce que même le consommateur, il est ambivalent là-dessus. Si c'est trop cher,
il va crier, mais s'il n'y a pas le produit, il va crier aussi. Et donc, c'est compliqué. Je pense que tous les téléspectateurs se reconnaissent dans ça. Et donc, il faut arriver quand même à trouver un accord avec l'industriel. On n'est pas là. Moi, je ne suis pas un anti-industriel. D'ailleurs, vous voyez, par exemple, Intermarché, pour ne pas parler que de Leclerc, c'est un des plus gros employeurs de l'industrie agroalimentaire, de la pêche en France. Et pourtant, il est distributeur. Donc, c'est important de ne pas nous laisser nous opposer. Et à un moment donné, le politique, il a tardé à nous fédérer sur la lutte anti-inflation. En fait, il y a eu un retard à l'allumage dans la lutte anti-inflation. Tout le monde demandait de l'argent à l'État pour faire un chèque alimentaire. Sur fonds publics, ça ne mangeait pas de pain au niveau des entreprises. Mais enfin, maintenant, il est temps que la concurrence revienne, quoi. J'ai une question croquette. Croquette. Vous allez voir. Regardez, question aux téléspectateurs avec le QR code, vous scannez avec votre téléphone portable. Regardez cette question qui va s'afficher, je l'espère. Elle arrive, la voici. Le prix de l'énergie a beaucoup baissé et c'est le premier poste du prix des croquettes pour chiens et chats. Ouais. Il y a une suite dans la question ou pas? Oui, il y a une suite. Quand va-t-on voir le prix de ces croquettes baisser dans nos grandes surfaces? Ça, c'est vrai, c'est très cher. C'est très cher, je suis d'accord. Et d'ailleurs, eux-mêmes le disent, c'est des produits à haute valeur ajoutée, puisqu'à partir de viande et qui ne sont pas non plus les races à viande, ils arrivent à faire des produits qui valorisent la matière première, qui spéculent, avec beaucoup de céréales. Qui coûtent un bras. Qui coûtent un bras. Et avec beaucoup de céréales. Et avec une part d'affection qui fait qu'on veut donner à son chat ou à son chien. Donc là, ils s'en mettent beaucoup dans les poches, c'est ça que vous voulez dire? En tout cas, c'est Procter, je crois, c'est 20 milliards. 20 milliards de profit. Après, ils sont deux, je ne sais plus si c'est Procter ou Unilever, ils sont deux à faire le marché du pet food, comme on dit. Hein. Et donc, oui, c'est vrai, ça fait partie des catégories de produits. Il faut aller chercher des baisses. Vous allez chercher quelque chose. Oui. On va voir dans un instant qu'un certain nombre de vos concurrents ont commencé à balancer dans des gros groupes industriels et un certain nombre de marques qui seraient trop gourmands. Mais juste avant, Pauline Simonet, les marques préférées des Français, elles résistent très bien face à l'inflation. Oui, effectivement, parce qu'on en parlait, vous en parliez également, du fait que beaucoup de consommateurs vont se détourner de certaines marques nationales vers des marques de distributeurs. Mais en fait, les blockbusters, les stars des supermarchés, elles se portent très bien depuis le début de l'inflation. On va regarder les tout derniers chiffres de l'Institut Nielsen qui regarde justement l'évolution des marques vraiment préférées des Français. Donc, c'est les très gros. Et regardez, l'une des marques qui profite le plus, Cristalline. On ne parle pas seulement en chiffre d'affaires, hein, en volume, en unités vendues en avril sur un an, plus 29,3% sur la bouteille d'eau cristalline, qui devient le top numéro 1, le premier, devant Ricard, l'emblématique Ricard. Mais Ricard, Ricard qui se porte quand même il faut les deux. Ricard, avec modération. Il y en a qui boivent le Ricard sec. C'est pas moi qui vous coupe. Non, pas du tout. Pardon, on parle de Ricard, c'est important. Mais Ricard qui se porte tout de même très très bien, plus 8,4%, alors que globalement, pour les alcools et spiritueux, on est très en baisse en termes de volume. Parce que c'est un des moins chers. Et puis, on va regarder Coca-Cola. Regardez, Coca-Cola, plus 31% pour les 6 canettes de Coca. Tout ça, malgré l'inflation, on achète encore plus de Coca-Cola que l'an dernier. Et puis, hors liquide, là, on va regarder les différents produits. Les ventes de Nutella, Pablo Pilovivien n'est pas là aujourd'hui, il adore le Nutella. Mais regardez, les ventes de Nutella ont explosé, plus 28% en volume pour le pot d'1 kilo. On s'est reporté du pot de 825 grammes sur le pot de 1 kilo. Plus, vous vous rendez compte, plus 28,3%. Malgré l'inflation, c'est légal, les gens... des pots d'1 kilo de Nutella? C'est légal. On va acheter encore plus de Nutella qu'avant. Mais qui fait les courses, Maxime? Un jour, il te flingue le pot de Nutella. Si vous regardez sa ligne, il ne mange pas de Nutella. Merci Michel-Édouard Leclerc. Pauline, pardon. On parlait de le Nutella, donc plus près de 30%. Et ça, malgré l'inflation. Le camembert président, pour parler d'autres types de produits, plus 10,2%. Voilà où Macron augmente ses taux. Et puis, un autre produit qui se porte très très bien en France, la bûche de chèvre Soignon, plus 4%, ça a augmenté également. Donc on voit que ces produits-là, ces produits stars, ils ne connaissent pas du tout la crise, pas d'inflation. Au contraire, ils ont fait encore plus de profits en chiffre d'affaires et en volume. Comment est-ce que vous pouvez négocier face à ces grandes marques, à ces stars des supermarchés? Alors, je vais vous répondre, mais juste, je voyais la baseline, je ne sais pas comment vous l'appelez, en bas. Moi, c'est intéressant parce que je me fais reprendre quelquefois sur Twitter et quelquefois avec des grosses polémiques comme la semaine dernière suite à une émission ici. Vous voyez, quand on met Leclerc, des promos, pas de baisse des prix, c'est pas ce que je demande. En fait, cette phrase, si on la met hors contexte, on a l'impression que je demande des promos plutôt que des baisses de prix. Oui, vous dites que c'est ce qui va se passer. Je dis que c'est ce qui va se passer. Le problème des Twitter ou des baselines, c'est que c'est hors contexte. Et donc, j'insiste là-dessus parce que je me suis ramassé une avoinée
des syndicats agricoles quand j'ai dit qu'on allait faire jouer la concurrence européenne. On parlait des multinationales et pourtant j'avais pris beaucoup de précautions pour dire qu'on ne toucherait pas au secteur agricole. Bon voilà, je fais juste cette remarque. Bienvenue au club. Ouais. Bon. Et en tout cas, je l'ai dit. Hein, mais vous l'avez dit effectivement. Et alors, dans les chiffres qu'on voit là, dans l'analyse, il faut aussi se contextualiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'accroissement du télétravail, l'après-Covid, où on reconstitue les stocks de Ricard. Et de Coca-Cola. Non, le Coca, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans l'installation d'un chez-soi, y compris pour travailler, qui fait que le snacking, alors que tout le monde disait « je veux manger mieux » et tout, le snacking donne l'impression de reprendre plus de place. En réalité, je pense que c'est une vision assez... C'est une séquence assez court-termiste. Je pense que la ligne de fond, c'est que les Français veulent quand même manger mieux, aimeraient trouver du bio moins cher, mais ils cherchent du bio, aimeraient trouver de la bonne viande un peu moins chère, mais de la bonne viande. Les fondamentaux des états généraux de l'alimentation restent... sont vraiment, c'est vraiment dans la demande sociale. Mais les jeunes foyers ne bourrent pas leurs enfants de sucreries, etc. Par contre, le fait d'un nouveau mode de vie, l'envie aussi de s'éclater après le Covid et tout ça, crée des petits plaisirs. Des petits plaisirs, ouais. Et les petits plaisirs pas chers, même s'ils augmentent, ça reste des petits plaisirs pas chers. Parce que ça supplée... le fait qu'on reste en France en tourisme, qu'on va en mobil-home plutôt qu'on parte chez Fram ou Keoni à l'étranger, ça crée cette... c'est une explication, en tout cas. Mais c'est surtout pour dire que ces marques préférées des Français, on a l'impression que quel que soit le prix, vous aurez du mal à négocier quoi que ce soit. Ouais, on aura du mal, mais c'est bien que ce soit vous qui le dites. Il faut balancer, Michel Adal. Regardez. Regarde. Non, mais vos amis de chez Lidl, de chez Système U. Regardez, Michel Biérot, du côté de Lidl, il explique, il donne des marques. Carte noire, Lu, refuse de renégocier et résiste à la renégociation. Dominique Schelcher, le patron de Système U, a déréférencé des produits du groupe Pepsi. Pepsi, Ice-T, les chips Lay's, etc. Et ils sont arrivés en réclamant 20% de hausse. Lui a dit non, c'est non. Si vous continuez, on vous retire des rayons. Ils ont dit chiche. Et Dominique Schelcher a dit OK, on y va. Il y a 80% des produits qui ont été sortis des rayons. Non, pas 80%. 80% de ces marques-là, de ces références-là ont été sortis des rayons. C'est le chiffre que donne Dominique Schelcher. C'est peut-être pour ça que nous, on progresse plus qu'eux, mais non. Est-ce que ça, le fameux name and shame, de dire vous faites mal votre boulot, donc je vous balance, vous refusez de négocier, donc je vous balance dans la presse, dans les médias, etc. Est-ce que ça, dans votre rapport de force, c'est un bon élément? Je l'ai fait. Je l'ai fait, y compris chez vous. Vous vous en rappelez plus? Si, je me rappelle. J'essaie d'avoir de nouvelles marques ce soir. Mais en fait, ça ne fait pas baisser les prix. En fait, je me sens un engagement, une responsabilité de faire baisser les prix. Je vois bien que le politique se récupère un peu et met en scène cette baisse de prix qu'on va aller chercher. C'est de bonne guerre, c'est bien pour Bruno Le Maire et tout ça, mais dans la réalité, namer ou shamer, ça ne fait pas baisser les prix. Surtout qu'on représente très peu du chiffre d'affaires. Leclerc et même ses partenaires européens, on est alliés à l'achat, on représente 4 ou 5% du chiffre d'affaires mondial de Nestlé. Donc le prix des conteneurs, là, je représente 0. Leclerc, premier distributeur français, on représente 0,4-0,5% du chiffre d'affaires de CGM. Là. CGM. Vous n'aviez pas essayé, vous d'ailleurs, de passer de Coca-Cola à une époque et en fait, ça a fini à l'arbitrage chez le médiateur. Et en fait, ça finit par des compromis. Donc je ne sais pas si on ne se dépense pas beaucoup. Je ne dis pas ça. Je trouve ça bien, finalement, que Michel Biérot de Lidl ou Système U vienne dire le faire à ma place, parce qu'au fond, c'est ce que je faisais avant aussi. Et vous avez les mêmes problèmes avec les mêmes marques? Je ne sais pas, là, dans le cas présent. Je ne suis plus dans l'exécutif en temps réel. Et je peux vous dire tous les prix de carburant en France, mais parce que avant de venir à l'émission, j'ai regardé mes fiches. Mais non, dans la réalité, c'est que ce qui est important, c'est d'obtenir quelque chose pour le pouvoir d'achat de nos 19 millions de clients. Et puis, je pense aussi qu'il y a quelque chose de sain, il y a quelque chose de malsain à rester sur le name and shame, qu'on négocie pendant... c'est notre métier, mais il faut s'apprécier dans la vie. Moi, je ne suis pas anti-industriel, je ne suis pas là pour péter l'image d'une... Et alors, est-ce qu'il faudrait que le gouvernement, je ne sais pas, taxe les super profits de ces industriels? C'est une question. À gauche comme à droite, c'est un leitmotiv. On n'a même pas eu de commission d'enquête. Tout le monde avait dit qu'il ferait.
Puis après, tout le monde a des profiteurs de la crise. D'abord, ils ont dit tous que j'étais un agité du bocal, qu'il n'y avait pas lieu de faire une commission d'enquête. Vous vous rappelez de ça? Tout le monde a dit qu'il allait faire une commission d'enquête. Au final, personne n'en a fait. Tout le monde s'est réfugié. Je dis tout le monde, tous les partis se sont réfugiés dans la dénonciation des super profits. Ils n'ont rien fait non plus de particulier. La ristourne de Total, on n'en a pas eu le droit cette année. Hein, et puis les revendeurs de Total n'en ont pas eu le droit non plus. Ça n'émeut pas grand monde au gouvernement. La discrimination, la distorsion de concurrence, ça émeut plus beaucoup. Vous n'entendez pas trop l'autorité de la concurrence et vous avez même peut-être appris que depuis longtemps, on n'avait plus de directeur de la concurrence et des prix, qu'on vient d'en avoir une femme. Donc c'est pour vous dire que name and shame... Puis moi, je crois que ceux qui manient ça se retourne contre eux. Et surtout, les politiques ne devraient pas manier ça. Bon, on a d'autres questions. Le compteur tourne. Question de téléspectateurs arrivée par le QR code avec votre téléphone portable. Il est fier de son QR code. Et ça, oui, évidemment. Et ça envoie une question directement à Michel-Édouard Leclerc. Question de... Alors attention, ça arrive. Marie-Noël, qui a une question pour vous. Pensez-vous faire baisser prochainement et de manière significative les dosettes de café et les fruits et légumes? Il y a peut-être 2 questions là-dedans. Oui. Alors, les fruits et légumes, je pense qu'avec ce qui se passe dans la moitié sud de la France et en Espagne, je pense que... Alors, je pourrais ne pas évoquer l'Espagne en disant je privilégie la France et tout ça. La réalité, c'est que le marché est européen et je pense qu'il ne faut pas attendre des baisses. Non seulement il ne faut pas attendre des baisses, mais je pense que les fruits et légumes resteront chers. Cet été, ce sera cher. Même maintenant, c'est cher. Oui, d'accord. Donc, j'ai envie. Alors, j'insiste pour la baseline. J'ai envie que ça baisse, mais je pense que ça ne baissera pas. Pour les dosettes de café. Et pour les dosettes de café, oui, on va aller chercher des baisses. Vous allez chercher des baisses. Parce qu'il y a une baisse du marché de l'alu. Et puis, le marché du café a été très spéculatif. Je ne sais pas si vous avez reçu plusieurs fois à Chalmin, ce spécialiste des matières premières. 50% des intervenants sur ce marché des matières premières sont des financiers. Ce ne sont pas des utilisateurs de café. Ce sont des gens qui placent leur argent. Et donc là, maintenant, il faut aller les taper. Alors pour le coup, surtout, on a vu, comme sur d'autres marques, sur le café, comme les plus grandes marques vont augmenter, profiter de l'inflation beaucoup plus que d'autres marques. Oui. C'est ça aussi qui est dénoncé par les consommateurs. Oui. Alors là, vous voyez, c'est pas d'abord, le café n'est pas produit en France, et il n'est pas produit en Ukraine non plus. Vous voyez, alors tous ces gens, c'est incroyable. Vous avez expliqué que les Asiatiques s'étaient mis, les Chinois avec le marché asiatique s'étaient considérablement développés, que c'était des marchés qui, tout d'un coup, s'étaient mis à consommer massivement du café et que donc, il y avait des tensions sur les approvisionnements et sur les cours du café. Et quelquefois, et sur les appros, parce que le marché chinois et le marché indien, ça fait quoi, 3 milliards d'habitants à la louche, comme ça. Ce sont des marchés qui deviennent, les professionnels diraient, matures, avec des jeunes foyers qui gagnent plus d'argent que leurs parents, qui... aujourd'hui, ont envie de consommer comme nous, ici, en Occident. Et donc, ils veulent ces grandes marques. Alors, les plus riches, déjà, faisaient vivre nos marques de luxe. Les gros vendeurs de Bernard Arnault ou de Pinault, c'est l'Asie. Et maintenant, toutes ces classes moyennes, comme on les appelle, qui émergent sur ces continents, et veulent avoir les dosettes, ils veulent avoir... Et donc ça tire sur le marché du café, quand bien même ils ne buvaient pas du café. Et à cause des Chinois, les dosettes de café ne vont pas baisser non plus. C'est pas un résumé, ça, c'est lapidaire, ça. Mais je pense que j'ai l'esprit de synthèse. C'est exactement ce que vous venez de nous dire péniblement pendant plusieurs minutes. Moi, je voulais résumer en 5 secondes. De toute façon, c'est plus l'heure de boire du café. Non, effectivement. 2 questions. Rien à voir. Regardez, question qui nous arrive des téléspectateurs. La première, c'est Annette. La viande est devenue trop chère avec 2 enfants. On ne mange plus que des œufs. Les œufs, ça, vous le voyez? Vous le sentez, vous, dans les vins? Alors, je ne veux pas insister parce que ça finit par aussi faire du tort à toute cette génération d'éleveurs qui a investi sur de la viande de qualité, etc. Mais c'est vrai que aujourd'hui, l'image de la viande, du prix de la viande, plus aussi un certain dénigrement de l'achat de viande, de la consommation de viande, pèse terriblement sur la viande. Les éleveurs ont fait des gros efforts pour aller vers de la belle race à viande, de la limousine, du charolais, etc. Et aujourd'hui, en plus en France, on consomme les avants, on ne consomme pas les arrières, et tout ça, c'est compliqué. Mais là, la viande est devenue très chère pour les consommateurs. Et comme elle ne se vend pas, c'est douloureux pour les agriculteurs aussi. Donc
je pense que le marché de la viande va régresser chaque année. Mais de toute façon, on est encore un des pays qui mangeons le plus de viande, mais comparé à beaucoup de pays européens, par exemple en Grande-Bretagne, la consommation de viande est très très inférieure. Mais ça veut dire, Michel Léonard-Leclerc, que c'est impossible par rapport à ce que dit Roselyne, c'est impossible pour vous, patron de Leclerc, de dire ce serait bien qu'on mange moins de viande. Moi, j'ai pas envie de dire ça, parce que je pense que c'est pas. Moi, je veux pas être le censeur des consommateurs, pas plus de mes clients que des consommateurs en général. J'ai pas envie qu'on me dise que si je mange ça, je vais payer des taxes. J'ai pas envie de l'écologie punitive. J'ai pas envie. Non, je pense que c'est à chacun d'écouter. C'est à l'éducation nationale aussi de faire des efforts pour la nutrition. C'est aux marques, c'est aux parlementaires aussi de normer les publicités. Mais c'est aux consommateurs. C'est pas à vous d'avoir ce discours-là. Non, et c'est pas parce que je suis marchand. C'est simplement que moi-même, j'ai pas envie d'entendre. Non, si je vends pas de la viande, je vendrai du poisson ou des légumes. Pour la société de consommation, de grande consommation, on comprend bien que c'est pas votre intérêt. C'est pas votre business. Votre business, c'est consommer le plus possible et le plus largement possible. Et franchement, mon père a créé les centres Leclerc au lendemain de la guerre. Vous allez nous parler de votre enfance dans la. Non, mais c'est pour vous expliquer. Mais c'est une belle histoire. Quand même, vous avez développé un business qui est considérable. Mais ça n'a jamais été le même business. C'est ça que je veux vous dire. C'est que vu d'aujourd'hui, tout ça pour vous, les genoux, là, vous avez l'impression que ça a toujours été comme ça. Mais non, on s'est toujours adapté. On s'est toujours adapté. Quand mes parents créent les centres Leclerc, c'est le marché noir, c'est l'après-guerre. Donc ce qui compte, c'est l'accessibilité. C'est ce qui va permettre à l'industrie de se standardiser, d'aller sur le marché de masse, quoi. Et le plan Marshall finance l'industrie, mais le commerce, c'était des marchés très spéculatifs, avec des marchés de gros, etc. Donc mes parents, la première offre des centres Leclerc, c'est juste des produits basiques. C'est comme en Allemagne, les hard discounters. Lidl, vous le voyez comme une entreprise internationale, mais c'est aussi une famille qui a créé Lidl. C'est Lidl Schwarz. C'est une famille qui avait des camions et qui faisait le tour des villages. Et donc, vous voyez, ils se sont adaptés. Ils ont appris le supermarché. Oui. Et aujourd'hui, nous, la sobriété, ça va. Oui, on saura faire avec. J'insiste là-dessus. Moi, personnellement, et les centres Leclerc, nous optons pour l'économie décarbonée. Nous allons faire une offre qui va s'adapter à ces nouvelles demandes sociales. Et on ne va pas faire du greenwashing, on ne va pas faire du marketing comme ça pour faire joli. Non, on est convaincu qu'il faut changer le mode de consommation et donc on sera performant sur ce mode de consommation. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire quoi proposer une offre différente ? Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que par exemple aujourd'hui on fait 12% de notre chiffre d'affaires en carburant. Ça veut dire que demain on s'apprête à transformer nos stations-service. On va les supprimer et aller sur d'autres services. Il y en a d'autres qui vendaient des voitures. Aujourd'hui, on loue des voitures. On loue des voitures à l'heure ou à la journée. C'est pas politique de faire toutes les normes, comme vous le disiez. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais vous dites c'est politique d'avoir la responsabilité des normes. C'est politique, justement, de faire un certain nombre de normes. Aussi de cette évolution. Roselyne là-dessus. C'est aux politiques de faire un certain nombre de normes, parce qu'on est dans un pays de solidarité. On est dans un pays où les dépenses de santé, la prise en charge solidaire est la plus importante des pays développés. Donc, on a développé ce système et c'est le rôle aussi de la puissance publique de mener des opérations de normes, d'interdiction, de taxation qui sont destinées à avoir une bonne alimentation saine. Parce qu'il y a quelque chose, c'est un marqueur social, l'alimentation. Et finalement, l'obésité, par exemple, c'est une marque, c'est un marqueur social extrêmement important. Et on porte en quelque sorte l'alimentation comme presque une stigmatisation pas d'une déficience, je cherche le mot, mais d'une condition modeste, d'une condition sociale en difficulté. Donc heureusement que la puissance publique, elle fixe des normes. Mais c'est ce que j'ai dit. Il y a l'éducation, il y a les normes, et il y a aussi l'adaptation des offres. Je vous dis ça, ça renvoie au passé, mais parce que ce qui a été fait, tout le monde a oublié. Personne ne va en page 3 de Google, tout le monde, y compris vos cellules économiques, ABFM, personne ne va chercher trop loin. Mais par exemple, pour montrer que nous sommes capables de changer, il y a 20 ans, j'ai demandé au Centre Leclerc de prendre la décision de ne plus vendre d'armes de chasse ni même de cartouches. Ça vous paraît aujourd'hui normal, mais à l'époque, on avait dans le Sud-Ouest un très gros marché. On l'a fait.
quand il y a eu à cause des problèmes d'obésité, on a arrêté tout le marketing qui ciblait les enfants. Aujourd'hui, il n'y a plus cette les fraises Tagada, Haribo, les bonbons, etc. Ils sont présentés dans les rayons comme des produits adultes. Ils sont plus présentés d'une manière à attiser l'envie des enfants, très préconisateur. La distribution on peut critiquer, mais elle peut être responsable et elle peut être moteur. Elle a envie d'être moteur d'une économie décarbonée. Ça amène la question qui vient, question d'un téléspectateur. J'ai plus le nom, mais vous allez voir, ça va vous plaire, Michel-Édouard Leclerc. Je n'ai plus le prénom. C'est Michel, justement, qui nous envoie cette question par le QR code. Regardez, avec votre très grand talent de communicant, pourquoi ne pas faire de la politique pour, par exemple, dénouer certaines situations? C'est un gars qui vous veut du mal, ça. C'est Michel. Croyez-en, Roselyne Bachelot. Eh bien, écoutez, ça m'a toujours tenté. Oui, ça m'a toujours tenté. Président. Le président, c'est tout de suite. Il n'y a pas beaucoup de place, Roselyne. Hein, et je dirais que j'ai compris qu'il fallait surtout pas s'interdire de le faire, puisque c'est le fait que la question reste ouverte, qu'on vous écoute aussi. Hein, en tout cas, au gouvernement ou ailleurs, ils écoutent plus la popularité que. Moi, ça m'a toujours épaté. Quand un jeune directeur de cabinet me fait recevoir par un nouveau ministre, il n'écrit pas Michel-Édouard Leclerc. Il dirige une super coopérative avec 19 millions de clients, 140 000 salariés. Non, il a plus d'audience que le président sur LinkedIn. Vous voyez. Et donc, non, mais c'est notre société qui est comme ça. Donc, en fait, oui, j'ai envie de participer au débat politique avec mes collègues. Je le fais. Après, est-ce que je serais plus efficace si j'étais député LR ou Renaissance ou quelque part dans l'arc de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on vous a sollicité? Est-ce que vous avez déjà eu des sollicitations pour être ministre ou secrétaire d'État, par exemple? Toute ma vie. Qui vous a sollicité? Tous les 5 ans. Roselyne peut-être s'en souvient, mais oui. Attendez, coulisses, Roselyne. Oui. Ah bon? Oui. Avec qui, Jacques Chirac? Tous, oui. Oui, j'ai été. Mon père avait été sollicité. La première sollicitation. Oui, ça a dû être Chirac. Oui, c'était la bande à Raffarin, c'était aussi Pierre Bérégovoy. Je m'entendais très bien avec lui. J'ai regardé des soirées entières comme celle-ci. J'ai regardé les matchs de foot. J'aimais pas le foot à la télé. Je regardais les matchs de foot chez lui. Non, mais il y a eu plusieurs personnalités politiques qui m'ont demandé. Emmanuel Macron. Et non, il m'a pas demandé, non. Mais je pense que je l'intéresse plus comme ce que je fais aujourd'hui que d'aller faire de la politique. Mais vous, qu'est-ce qui vous intéresseriez, qu'est-ce qui vous intéresserait comme élection? Justement, vous disiez, pas la présidentielle, mais qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Député, quelle élection? Je suis très indépendant. Par nature, en tant que Breton, j'arriverai pas à rentrer dans l'architecture d'un parti politique, les obligations d'un parti politique. Et aussi, je trouve que c'est plus intéressant d'être sur le terrain. On dit dans mon métier d'être sur le carrelage. De dire ce vers quoi on tend, mais de le faire. Moi, je suis un homme plus dans l'action. Et finalement, vous avez potentiellement plus de pouvoir là où vous êtes en étant ce soir avec nous pendant 1 heure qu'en étant simple député, non? Mais c'est par... je ne sais pas si j'ai plus de pouvoir, mais en tout cas, à écouter le public dans les magasins, les clients, etc., c'est vrai que je suis... Mais ça me responsabilise aussi. Oui, je me sens... mais vraiment, c'est pas parce que je suis commerçant. Toute ma vie, de toute façon, on dira je suis un commerçant et un communicant. Mais en fait, on a fait... C'est pas une honte d'être commerçant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, on oublie que on a créé des espaces culturels, Roselyne, pour développer le livre. Tout ça, on a créé des parapharmacies. Si j'étais passé par la loi, on n'aurait jamais créé une parapharmacie. La culture... Faut envoyer la baseline. Hein. La politique peut toujours tenter Leclerc. À mon avis, ça va être repris. Ah oui. À mon avis, ça a fait un petit peu. Ça, c'est bien. Et alors, vous me donnez combien d'années pour investir là dans le... Je ne sais rien, moi. C'est à vous d'avoir votre calendrier. Mais du coup, là, vous dénonciez par exemple la loi Egalim, etc. En tant que député, là, vous pouvez faire des lois. Non, j'ai compris ça. C'est un député, même avec un peu de bagou, un peu d'enthousiasme, c'est très compliqué pour un député de faire quelque chose. Ouais. Non, c'est très dur. C'est très dur. C'est pour ça que je tape pas. Je critique beaucoup certaines lois, les manières dont elles sont faites, mais je suis pas anti-parlementaire. Je veux pas nourrir ce qu'on appelle le populisme, parce que je me rends compte que d'être politique,
aujourd'hui, c'est pas une sinécure, quoi. Hein. C'est compliqué. Question. Au moins, si j'échoue dans un truc, il y a une histoire. Il y a une histoire pour moi. Ça dure pas que 4 ans, ça dure pas que 6 ans. Les Leclerc, on va bientôt fêter peut-être les 70 ans des centres Leclerc. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les 70 ans? Grosse ristourne. Non, Moins 70% pour tout le monde pendant une journée. Ne me rappelez pas mon âge. Alors, il y a une question encore? Non, il y a encore pas mal de questions, mais Nora me souffle effectivement une question qui est très politique aussi, parce que vous êtes confronté aussi à ce sujet-là. Il y a cette étude qui est sortie aujourd'hui qui raconte que 16% des Français ne mangent pas à leur faim. 16% des Français ne mangent pas à leur faim. Quand on est à votre place, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Alors, d'abord, il y a beaucoup de gens qui touchent un revenu, un RSA, etc., qui le divisent souvent par 2 ou par 3. Et donc, notre priorité, c'est de développer quand même des gammes. On les avait un peu oubliées. On a développé des gammes dites de premier accès, des gammes premier prix. On travaille sur des offres spécifiques. Par exemple, tout le monde a parlé du préservatif pendant le sida. On a été, Leclerc, un des premiers à faire des préservatifs. À l'avant, c'était avant d'1 franc. Ils étaient fabriqués en Chine. Mais par exemple, aujourd'hui, il y a des kits menstruels, il y a des kits d'hygiène. C'est compliqué, ça coûte très cher. Les couches, vous avez vu le prix des couches, c'est énorme, quoi. Donc, à notre marque EcoPlus, on travaille ça. Alors, chez mes collègues, je ne veux pas tirer à moi, chez mes collègues, c'est aussi un souci. Mais c'est vrai que je me sens particulièrement interpellé. Et d'ailleurs, nous sommes les premiers contributeurs des banques alimentaires. Et en tout cas, si c'est pas nous, c'est Leclerc et Carrefour. Il y a une fondation Carrefour aussi qui le fait. Et donc, on est très impliqués auprès des associations. Je pense que Leclerc Intermarché Système U, de par notre répartition sur le territoire, on doit être les premiers contributeurs des associations. Qui disent avoir aussi beaucoup perdu depuis la possibilité de vendre, vous savez, les dates de consommation assez courtes. Auparavant, ça allait aux banques alimentaires. Avec aujourd'hui cette augmentation justement du recours, notamment chez les plus jeunes, chez les personnes âgées. Ça aussi, c'est un enjeu. Alors, d'abord, il y avait un enjeu sanitaire. Moi, je pense qu'avant l'idée de donner, il faut d'abord gérer le stock avec des dates. Moi, j'aime bien les gens qui disent il y a du gaspillage, etc. Ouais, mais avant... il y avait plus de listeria, il y avait plus de H1N1, etc. Donc moi je suis quand j'achète quelque chose, je regarde les dates quand même. Et si on me propose une promo parce que c'est proche de la date, je prends si je vais le consommer tout de suite. Et je pense que les consommateurs font ça aujourd'hui. Après, c'est mieux quand même. Autrefois, on les jetait. Après, on les a donnés aux banques alimentaires. Je pense que c'est mieux si on n'arrive pas à la date de péremption. Vous voyez ? Alors, c'est vrai que les associations, ça leur manque, ces dons, et donc il faut les aider. Après, il y a aussi un autre système qui a touché Emmaüs et tout ça, c'est le fait que maintenant, l'occasion se revend. C'est qu'il se revend sur Internet, je ne sais plus le nom du site. Vinted et compagnie. Vinted et tout ça. Et donc, nous aussi, on vend de la seconde main en textile, on vend de la seconde main... ça, c'est nouveau aussi. Oui. Qu'on puisse trouver dans les centres Leclerc de la seconde main. Mais ça participe... Vous voyez, c'est des produits qui auraient peut-être fini chez Emmaüs, peut-être, mais qui aujourd'hui ont une deuxième vie, voire une troisième vie. Ça se contredit, hein, faut choisir. Ça fait partie de la transformation de l'époque, quoi. Ouais, je pense que c'est quand même bien qu'on attaque l'obsolescence trop rapide des produits, quoi. Je voulais vous parler des coquillettes de jambon. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est toujours Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution, qui a fait le test des coquillettes de jambon et qui a trouvé que chez Leclerc et Auchan, les baisses de prix avaient déjà commencé sur les tout petits prix. Quand on prenait un plat aussi simple que coquillettes, c'est-à-dire des pâtes, un peu de beurre, du jambon et du fromage râpé, vous êtes à moins 4% depuis le début de l'année. C'était juste pour dire que les baisses ont commencé chez vous et ailleurs. Parce qu'il y a ça baisse aussi chez Lidl. Je peux vous dire qu'on a travaillé, par exemple, sur une publicité, donc sur la manière de la réaliser. Je peux vous dire qu'avec 1 euro, on peut faire des repas chez nous. Qu'est-ce qu'on peut manger là pour 1 euro? Dites-nous. Je sais pas si on va la sortir la pub ou pas. Donc, mais j'ai assisté à des réunions internes où justement je me rends compte que tout le monde parle de la hausse des prix, du coca, etc. Mais il y a quand même dans un hypermarché aujourd'hui
beaucoup de produits, et pas que des produits transformés, on peut se faire des repas à 1 euro. Je vous rappelle que le président de la République l'avait demandé, Emmanuel Macron l'avait demandé au Crous, au restaurant universitaire. Mais ça n'avait pas été validé sur le long terme. Non, mais c'est quand même une pédagogie à faire que d'expliquer quand même aux consommateurs, aux étudiants, etc., qui peuvent trouver ça. Ouais. Je me fais engueuler parce qu'on ne prend pas cette question de téléspectateurs. Il y en a plus quasiment 700. Qu'est-ce qui vous engueule? C'est Fogiel là-haut? Non, pas du tout. C'est dans mon oreillette. C'est ma chef d'édition, Fred, que j'embrasse et qui m'engueule dans l'oreillette parce qu'on ne prend pas cette question. Et non, c'est la rédactrice en chef aussi qui m'engueule. Regardez, question, bonsoir. Pourquoi vous ne débattez jamais avec d'autres dirigeants de la grande distribution sur un plateau de télé? Ça serait très intéressant, dit Aurélie. Alors, je peux vous dire qu'on débat sur le terrain d'abord tous les jours. On se tire des bourres, mais vous ne pouvez pas imaginer. Et en même temps, vous voyez, on se respecte pour ne pas dire on s'aime beaucoup. Moi, aujourd'hui, à la comparaison, je pense qu'on a mis la pâtée à certains de mes collègues. Ça, c'est votre manière de leur déclarer votre amour. Donc. Non, mais même Thierry Cotillard l'a dit. Donc, du coup, c'est un challenge. Ils reviennent. Et je trouve que cette compétition, finalement, elle est saine. C'est-à-dire qu'elle touche les entreprises. Et les hommes et les femmes ne s'y perdent pas, quoi. On est capable. Par exemple, il y a des entreprises comme Lidl qui fonctionnent bien. Michel Biérot, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Thierry Cotillard, je peux aller au cinéma avec lui. On est deux Bretons, mais pour voir Marion. On mange. Qu'est-ce que vous avez dit? Pour voir Marion, c'est une blague sur Cotillard. Attendez, autre question. Regardez, question très importante en cette veille de week-end prolongé. Regardez, question de Anne. La voici. Qu'est-ce qui vous empêche d'acheter de l'essence à l'étranger si vous considérez que les prix des pétroliers en France sont trop élevés? Toute notre essence est achetée à l'étranger. On n'en produit pas en France. Après, je nuance. Tout ce on achète aux raffineries françaises qui ont acheté à l'étranger. Et c'est important d'ailleurs à dire, parce que souvent dans les médias, on dit le prix du pétrole brut descend, pourquoi l'essence ne descend pas? Parce que ce n'est pas corrélé. Contrairement à ce qui est dit, il n'y a pas d'automaticité, parce que d'une tonne de pétrole brut, vous pouvez faire des carburants ou des kérosènes, des trucs très légers, mais à ce moment-là, il ne vous reste plus que du fuel lourd. Et donc, à un moment donné, si on a fait trop de produits légers, il n'y a plus assez de fuel. Et si on a fait trop de fuel, il n'y a plus assez d'essence. Et malgré, et j'allais dire l'essence flambe, et malgré la baisse du cours, l'essence est plus chère. Donc c'est pas, c'est très. On n'a rien compris, mais c'est pas grave. Hein. Bon, en fait, le prix. Si, c'est lié à la transformation et à comment on le transforme. Ah, très bien, voilà. merci. Merci de j'ai compris. Autre question de téléspectateurs. Evan, regardez cette question. Avez-vous fait une erreur de communication en disant que vous étiez prêt à acheter vos produits hors de France? Mais j'ai jamais dit ça. Vous voyez, ça c'est. C'est encore la baseline, comme vous le disiez. Oui, parce qu'on était ici sur un plateau à côté et on parlait des grands fournisseurs multinationaux et je disais, ce serait quand même un comble qu'à cause de la loi française, je puisse dans un centre Leclerc en Pologne acheter moins cher qu'en France et ne pas pouvoir appliquer cette baisse en France. Mais on parlait de Mars, d'Unilever et de Procter. Et donc, j'ai pas dit qu'on allait les acheter, je disais que cette loi, je profitais de ces écarts de prix. Parce qu'après tout, l'Europe... Mais est-ce que vous voudriez les acheter ailleurs? Est-ce que non, produits que vous voudriez les acheter ailleurs? J'ai beau être français, j'ai beau être breton, je veux être français. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on me fait pourquoi on veut... on permettre aux multinationales de pratiquer des prix plus élevés en France. Qu'on veuille protéger le petit agriculteur, je ne veux pas faire non plus je veux pas être condescendant. Qu'on veut protéger certaines productions nationales, ça se comprend. Mais quand même, pourquoi la loi profite aux 75 grandes entreprises dont on parle? Enfin, franchement, on peut faire plus fin, quoi. On peut faire plus fin. Et autant, je suis très content d'acheter d'être le premier débouché de pâté ENAF, parce que c'est breton, parce que c'est près de chez moi. Mais je ne vois pas pourquoi on m'oblige à vendre plus cher du coca. Même le jus d'orange, on n'en produit pas tant que ça en France, le Joker et tout ça. Pourquoi? C'est incroyable. Bon. On est au bout. 700 questions, Michel-Édouard Leclerc. Ouais. On en a passé. Il va falloir revenir. On va vous les envoyer pour y répondre cette nuit. Vous avez un week-end tranquille. En plus, j'ai pas de week-end. Vous n'avez pas de week-end. Bruno Le Maire nous a mis une renégocier une impression. Non, mais il faut préparer tout ça. C'est le week-end à Pouldreuzic. On est au bout. Merci Michel-Édouard Leclerc d'avoir été notre invité ce soir dans 22h max.